Bonjour les amis, voici donc notre cinquième rendez-vous à Paris. Nous allons visiter non pas la place des Vosges que vous venez de voir, ça sera pour une autre fois parce qu'il y a plein de choses, d'événements à raconter. Mais aujourd'hui, nous allons visiter ensemble la maison de Victor Hugo qui habitait place des Vosges, qui se situe juste derrière moi, au deuxième étage de cette maison. C'est un hôtel particulier qui s'appelle Rohan Guéméné. Et notre ami Victor est venu habiter ici en 1832. Alors avant tout, je me présente, je m'appelle Frédéric Lévineau, je suis grand reporter au Point, comme vous commencez déjà à le savoir, et je travaille avec mon ami Thomas. Thomas, montre-toi. Voilà. Oh bah, ça a été assez rapide, hein, Thomas. Bon, c'est Thomas qui filme et qui va également me poser vos questions, de même que Elsa qui va aussi vous poser vos questions. Alors n'hésitez surtout pas à poser des questions. Je ne sais pas si je pourrai y répondre, mais je ferai semblant, comptez sur moi. Par ailleurs, si vous aimez ce programme, faites des likes, prévenez vos amis. Et encore une chose, je dis bonjour. Vive le Québec libre, parce qu'effectivement, vous êtes de nombreux Québécois à nous regarder. Voilà, c'était un petit clin d'œil. Suivez-moi, maintenant nous allons pénétrer dans l'hôtel particulier. L'hôtel particulier a été mis en location il y a déjà maintenant très longtemps, à l'époque de Victor Hugo. D'un côté, il y a une école, et Victor a loué le deuxième étage, un appartement qui fait 280 mètres carrés, qu'il loue. Alors, il a habité ici entre 1832, merci, et 1800, 1500 francs par an. Donc, maintenant, nous allons nous quitter 2 secondes, car moi, je vais prendre l'ascenseur. Effectivement, vous ne le savez peut-être pas, mais Victor Hugo a inventé l'ascenseur. Oui, messieurs. Tandis que Thomas et Elsa vont prendre l'escalier. Effectivement, je plaisante pour l'ascenseur. À tout de suite, ça va peut-être couper 1 seconde. Voilà, donc je reprends le micro, le temps juste de monter les 2 étages et de vous montrer un petit peu aussi la cage d'escalier de la fenêtre un peu. Voilà, ça y est. Nous attendons le Messie. Frédéric Lévineau va revenir. Alors toutes nos excuses pour la connexion qui est un tout petit peu lâchée. Revoici, je redonne le micro. Et voilà, non essoufflé. Alors, je vous rappelle pour ceux qui arrivent que nous visitons la maison de Victor Hugo, place des Vosges, à Paris. Alors, nous allons rentrer, il habitait ici donc au second. Quand il est venu ici, il avait déjà 4 enfants. Il avait 4 enfants. Il y a sa femme Adèle, ses enfants c'est Léopoldine, la plus âgée, sa fille Chérie. Après il y avait Charles, après il y avait François, Victor et enfin la petite Adèle. Ici cet appartement est devenu un musée. Il y a déjà presque 100 ans maintenant, grâce à Paul Meurice, qui avait acquis cet appartement bien après la mort de Victor Hugo. Et cet appartement a été transformé en musée. Il a été très changé, bouleversé depuis l'époque de Victor Hugo. Donc ici, le musée a voulu, transformer chaque pièce pour représenter un des domiciles de Victor Hugo tout au long de sa vie. Alors je voudrais d'abord... 2 questions. Combien d'étages il y a devant vous? Alors, l'appartement est sur un seul étage, au deuxième étage du 6 place des Vosges. Et on nous dit aussi qu'on nous suit d'Alger. Pardon? On nous suit aussi d'Alger. Ah, on nous suit d'Alger. Mais écoutez, bonjour les Algérois, ça fait plaisir. Alors ici, le sol est d'origine. Donc Victor Hugo aimait beaucoup ce sol qui lui rappelait un peu l'Espagne, quand il était jeune, il a vécu avec son père qui était général. Il a vécu en Espagne. Il avait 2 frères. Alors ces 2 frères, il y avait Abel, le plus grand, qui deviendra un peu militaire et qui écrira aussi, mais qui ne sera pas très proche de Victor. C'est le frère aîné. Enfin, ici, il y a, je ne sais pas si vous le voyez, c'est Eugène. C'est un frère de Victor Hugo qui avait 2 ans de plus que lui, qui était aussi extrêmement doué pour l'écriture, les poèmes, mais il est devenu fou, oui, schizophrène, le jour où Victor Hugo s'est marié avec Adèle Fouché, parce que Adèle, Victor et Eugène étaient des amis d'enfance, ils s'étaient connus à 11 ans.
Et Eugène aimait en secret Adèle. Et quand il a vu son grand frère, enfin son petit frère, se marier avec Adèle, il est devenu complètement fou. Il est mort en 1837, après avoir séjourné de longues années dans un hôpital psychiatrique à Charenton. Alors, dans cette entrée, il y a encore un tableau que je voudrais vous présenter. Le tableau représente la bataille d'Hernani. Alors, vous connaissez les grandes batailles napoléoniennes, mais peut-être pas la bataille d'Hernani. Hernani était l'une des premières pièces de théâtre de Hugo. Hugo était le chef de file des romantiques, avec Dumas, Mérimée, Lamartine. Et quand il a représenté cette pièce Hernani au Théâtre Français, bien sûr, tous les habitués du théâtre classique avaient promis de faire un charivari, de faire un tohu-bohu. Et donc, son jeune ami Théophile Gautier, qu'on voit ici en rouge, avait convié tous ses amis néo-romantiques, les jeunes romantiques plutôt, qui étaient un peu comme les punks d'aujourd'hui. Ils avaient les cheveux longs, tout ça. Ils ont envahi le théâtre français, plusieurs heures auparavant. Ils y ont beaucoup mangé, beaucoup bu, tellement bu même qu'ils sont allés uriner dans les loges. Et quand le public habituel est arrivé, c'était une grosse bataille. Il y a eu une cinquantaine de représentations et à chaque fois, les troupes romantiques devaient venir pour combattre les classiques. Voilà. Oui. Je me demande, est-ce qu'il a écrit certaines de ses œuvres ici? Ah oui, il a écrit plusieurs œuvres ici. Il a écrit, par exemple, il avait déjà écrit Notre-Dame de Paris l'année précédente. Par exemple, là, j'ai noté, parce que sur place, il a écrit des poèmes aussi. Ruy Blas, il a écrit donc une pièce, Les voies intérieures, les rayons et les ombres. Vous voyez, un certain nombre de... il avait commencé la légende des siècles. Voilà. Alors... on va passer un peu plus loin. Alors, autant vous dire qu'à l'époque, cette porte n'était pas là, mais il y avait un couloir central qui desservait tout l'appartement. Alors, tant que j'y pense, voici le père d'Alexandre Dumas, de Victor Hugo, qui était un général qui a combattu aux côtés de Joseph en Espagne. Victor Hugo, les parents de Victor Hugo se sont rapidement séparés. C'est pour ça que même les frères ont été un peu séparés. Alors, nous allons passer maintenant à côté. La pièce à côté. Alors, la pièce à côté est tendue de damas rouge, ce qui représente exactement l'installation, la décoration du salon de Victor Hugo, ici même. Simplement, le salon n'était pas là. Le salon était dans la pièce que nous allons voir tout à l'heure derrière. Donc ici, en fait, l'espace était coupé en deux. Il y avait un couloir central. De mon côté, du côté de la place des Vosges, il y avait un salon, le salon des cuirs. De l'autre côté, à l'arrière, il y avait la salle à manger, des cuirs, on l'appelait ici. Et sur la gauche, où sont ces dames, il y avait une petite cuisine. Voilà. Alors, il y a deux choses que j'aimerais vous montrer ici. C'est d'abord les deux épées de Victor Hugo. L'épée de la pairie de France, parce qu'il a été nommé pair de France, et son épée d'académicien. Ensuite, donc ici, vous voyez derrière, là, c'est une sculpture, un buste de Victor Hugo qui a été réalisé par son ami romantique David d'Angers. Alors, comme vous voyez, à cette époque, quand il était jeune, Victor Hugo n'avait pas de barbe. Et tout à l'heure, il y a un internaute qui me posait une question. C'est, si je crois me rappeler, Michel Boissière. Il me posait une question pour savoir pourquoi, tout d'un coup, Victor Hugo a porté la barbe. Mais c'est tout simplement, c'est en 1861 qu'il choisit de se laisser pousser la barbe. On ne sait pas très bien pourquoi. Il y a deux hypothèses. Soit il avait une maladie un peu du cou ou des rougeurs, il servait de la barbe pour cacher ça. Soit c'était en guise de signe de ralliement pour républicains. À l'époque, en 1861, il était en exil. Mais en France, le ministre de l'Instruction publique avait dit que tous les professeurs devaient se couper la barbe parce que c'était un signe de républicain. Donc, il s'est laissé pousser la barbe. Voilà. Alors, ici, nous avons encore ce que nous avons pas vu tout à l'heure. Ici, là, dans le coin, un portrait de Juliette Drouet. Juliette Drouet, comme vous le savez peut-être, était son amoureuse. Elle a été son amoureuse
pendant de très longues années. Elle était même son amoureuse. Il l'avait installée pas très loin d'ici, de façon à pouvoir la voir très souvent. Et elle a survécu même à Madame Hugo. C'était une jeune actrice. Et il faut dire que Victor Hugo et sa femme Adèle étaient en froid, faisaient lit à part, parce que sa femme ne supportait plus les ardeurs Victor Hugo. On sait, il y a une anecdote célèbre qui dit que la nuit de noces, il lui a fait 9 fois l'amour de suite et que depuis, elle en a été dégoûtée. Donc c'est elle qui, la première, le trompe avec l'ami de Victor Hugo, Sainte-Beuve. Elle le trompe et après refuse son lit à Victor Hugo. Pendant presque 18 mois, il va rester sans relation sexuelle. Et c'est simplement en 1833 qu'il va donc rencontrer notre amie Juliette Drouet. Je ne sais pas si c'est en 1833, mais enfin, il va la rencontrer, oui, au moment où il allait faire, je crois, sa pièce de théâtre Ruy Blas. Donc, il va la rencontrer. Alors, on va passer dans la pièce à côté. Donc, la pièce à côté était, excusez-moi, il y a des élèves, il y en a pour une seconde. Nous filmons en direct, messieurs, dames, donc on ne peut pas s'arrêter. Donc, c'était ici qu'il y avait le salon de Victor Hugo, le célèbre salon de Damas rouge. Aujourd'hui, on a reproduit ici la maison justement de Juliette à Guernesey durant l'exil. Victor Hugo avait installé un salon, une maison pour sa maîtresse qui avait suivi en exil. Et ça, c'était la décoration du salon. Victor Hugo aimait beaucoup les chinoiseries, donc c'est lui-même qui a un peu conçu ça. C'est pas très beau. Ici, il y a une table avec des encriers de Dumas, de George Sand. Et là-bas, il y a une table sur laquelle il écrivait ses poèmes. Donc, nous allons laisser les élèves travailler. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'oubliez pas, nous sommes en train de visiter la maison de Victor Hugo. Alors, nous sommes ici maintenant. Alors, que je vous explique là encore. La maison était desservie, toute cette aile était desservie par un couloir qui était au fond. Mais enfin, bon, peu importe. Ici, c'était les 2 chambres où dormait Madame Hugo, donc séparée de son mari, et les enfants. Voilà. Alors aujourd'hui, il y a une reproduction de la salle à manger, encore une fois, de Juliette Drouet à Guernesey, à Hauteville. Encore une fois, Hugo avait la folie des meubles un peu lourdingues, un peu médiévaux. Puisqu'il aimait bien, c'était chiner et reconstituer ces meubles. Il pratiquait un peu Ikea avant l'heure. Et par exemple, on voit des meubles avec différents styles en haut et en bas, parce qu'il prenait un coffre, il mettait un haut de meubles par-dessus différents. Donc il aimait beaucoup chiner à Guernesey avec son fils, avec l'un de ses fils. Donc on voit ici, vous voyez ces meubles très sculptés, un peu pompeux, un peu comme ça, poésie parfois. Bon. Nous allons passer maintenant dans les appartements. Ah si, d'abord une salle de bain. Bon, maintenant c'est une salle pour faire une exposition photo, mais c'était la salle de toilette avant, toujours desservie par le couloir qui passait au fond. Enfin, on entre dans les appartements de Hugo, où il s'est passé pas mal de choses. Alors nous allons laisser sortir ces messieurs, dames. Voilà, vous pouvez y aller. Alors je ne sais pas si vous voyez quelque chose, mais avant, ici, c'était le bureau de Victor Hugo. Alors, maintenant, il n'était certainement pas installé comme ça, mais il y a quand même un objet qui est intéressant, qui est là derrière moi. C'est sur cette table surélevée qu'il écrivait debout. Il prenait surtout des notes. Alors, il n'écrivait pas ses romans, mais il écrivait des notes. Ça lui permettait de ne pas s'asseoir et se relever. Et là encore, il s'agit d'un meuble métis, si on peut dire, puisque la partie haute est un secrétaire et la partie basse est une petite table basse qui appartenait à un autre meuble. Voilà. Muriel signale que c'est très chargé comme... Oui, Muriel, tu as tout à fait raison. C'est très chargé. Et bon... C'est plein d'histoires. C'est plein d'histoires. Et puis bon, il avait un goût assez particulier. Le Victor. Voilà. Alors, maintenant, nous allons passer dans sa chambre à coucher. Alors, c'est ici où on a besoin d'Elsa et de sa lumière. Moi, j'apporte mes lumières et Elsa apporte la lumière. Alors, ici, voilà. Je ne sais pas si vous voyez ce lit.
C'est le lit dans lequel Victor Hugo est mort, le vrai lit. Et l'installation, tous les meubles de sa chambre étaient les meubles qui étaient dans sa dernière chambre, avenue d'Eylau où il habitait, aujourd'hui, avenue Victor Hugo. Voilà. Alors, comme vous voyez, beaucoup de meubles, encore un peu, comme dirait, je ne sais plus, notre internaute, un peu lourdingue, même le lit à baldaquin n'est pas des plus légers. Donc, à l'époque où il vivait ici, il avait sans doute un autre lit où il vivait seul. Et alors là, je veux vous raconter une histoire. Voyez-vous, Victor Hugo avait une maîtresse à cette époque-là, en 1843, qui s'appelait Léonie Biard. Son époux était un sculpteur. Elle, c'était une très belle femme qui avait même un peu été faire de l'exploration avec son mari en Arctique. Donc elle était assez célèbre, très jolie, et Victor était fou d'elle. Il a mis quand même plus d'1 an avant de la séduire. Et en 1843, il l'a séduit. Mais le problème, c'était où se rencontrer. Tout simplement, Victor Hugo la faisait monter dans son appartement pendant que sa femme était à côté, pendant que ses enfants s'amusaient. Et comment la faisait-il monter? Par cette porte. C'est la porte de service. Voilà comment ça se passait. Qui c'est? C'est Léonie. Attends un instant, Léonie. Et alors, il allait à sa porte, il fermait les 2 portes, il avait donné consigne à toute sa famille de ne jamais le déranger quand il écrivait, quoi qu'il arrive. Donc, il était sûr d'être tranquille, il la faisait rentrer. Il y a quelques poèmes qu'il a écrits qui racontent un peu leur nuit d'amour, ou quelques lettres qui nous restent. Mais un jour, arriva ce qui devait arriver. Un domestique, ayant reçu pour Victor une lettre du palais royal, pensa que ça lui dispensait de la consigne. Donc il est rentré, et à ce moment, Victor Hugo et Léonie ont failli être surpris. Et depuis ce jour-là, Victor Hugo a loué un petit appartement, un petit Pézanville, si on peut dire, où il recevait Léonie. Et c'est là également où, avec Léonie, il a été surpris par le mari et un commissaire de police venu faire un constat d'adultère. Elle finit en prison quelques mois. Lui, comme il venait d'être nommé pair de France, il évita toute prison. Voilà. Alors, maintenant, vous pouvez admirer, vous montrer encore un peu. Maintenant, pendant que vous admirez, je vais vous montrer quelque chose, des objets fabuleux et malheureusement tristement émouvants. C'est Gérard Audinet qui est le directeur du musée, qui va nous montrer la robe dans laquelle s'est noyée Léopoldine, sa fille préférée. Alors, c'est à l'étage au-dessus, nous allons y aller. Pendant ce temps, profitez pour jeter un petit coup d'œil, un dernier coup d'œil. Les élèves sont toujours là. Voilà. Pardon. Donc je vous raconte, sa fille Léopoldine était tombée amoureuse en 1843 et s'est mariée avec un jeune homme, Charles Vacry. Alors ça ne plaisait pas beaucoup à Victor Hugo, qui avait une relation très très proche, très fusionnelle avec sa fille. Ils se sont mariés vers le mois de mai, je crois, du moins au printemps. Et malheureusement, à l'automne, sa fille et son mari, qui étaient dans une maison du mari près de la Seine, décident d'aller en barque voir un notaire. Donc, Charles embarque, il embarque avec son oncle et son cousin. Didine, c'est comme ça qu'on l'appelait Léopoldine, n'était pas prête, donc elle n'embarque pas. Mais ils sont obligés de revenir en barque. Et quand ils reviennent, Didine est prête et elle embarque à bord du bateau. Elle embarque, ils vont voir le notaire, et sur le chemin du retour, malheureusement, la barque se retourne. Alors, normalement, il y a quelqu'un qui devrait être là, nous ouvrir la porte. Je ne sais pas, Madame Claval, mais peut-être Madame va le faire, parce qu'on attend donc le directeur du musée. Voilà, merci Madame. On va attendre là.
J'espère qu'il va venir. Donc ici, nous sommes au 3e étage, la bibliothèque, les documents. Et donc, le bateau se retourne, l'oncle et le cousin se noient, Didine passe sous la barque, sa robe est attachée à la barque, elle ne peut pas se défaire. Son mari, Charles, plonge à plusieurs reprises pour essayer de la détacher, il n'y arrive pas. Donc, merci. Elle meurt noyée et lui, Charles, décide de se laisser couler. Il mourra lui aussi noyé. Alors, nous avons ici cette robe dans laquelle la pauvre Didine s'est noyée. On attend maintenant monsieur Odinette. Est-ce que vous avez d'autres questions par hasard? Je suis de Guadeloupe aussi. Vous me suivez de Guadeloupe, c'est sympa. Bonjour monsieur Odinet. Bon, bonjour monsieur Odinet. Donc je me présente Frédéric Lévineau. Voilà, nous sommes en train de tourner en direct sur la page Facebook du Point. Nous avons visité votre beau musée et maintenant monsieur Gérard Odinet va nous présenter quelque chose de terriblement émouvant, c'est-à-dire la robe, moi ce qu'il reste de la robe dans laquelle Léopoldine s'est noyée en septembre 1843. Voilà, alors j'ai un peu raconté déjà l'histoire, donc je vais vous laisser ouvrir le carton. Et notre ami va filmer. Donc je ne sais pas comment cette robe a été, par quel intermédiaire elle a été récupérée. Madame Hugo a pris soin de récupérer toutes les affaires de sa fille, soit à Villequier, soit dans son appartement du Havre, et les a pieusement conservées dans sa chambre à Haute-Villaros à partir de 1956. Elle aménage véritablement un sanctuaire pour Léopoldine, avec des portraits, des reliques, des dessins qu'elle encadre elle-même, et tout son trousseau de jeunes mariés, et en particulier donc Alors je répète pour les internautes que nous sommes dans la maison de Victor Hugo, dans l'appartement en place des Vosges, et que le directeur, Gérard Odinet, va nous déballer la robe de cette pauvre Didine, la fille de Victor Hugo, qui donc s'est noyée en 1843 dans la Seine avec son époux, qui n'a pas pu la sauver. La barque s'était donc retournée, je crois, et cette robe a dû se coincer un peu dans la barque. Il a essayé à plusieurs reprises de la détacher, il n'y est pas arrivé. Elle s'est noyée et lui a choisi lui aussi de se laisser couler. Il ne voulait certainement pas survivre à sa femme. Ils avaient tous les deux une vingtaine d'années, je crois. Voilà. Donc voilà ce tissu. Donc c'était une robe, ce tissu. oui, c'est une robe, on a encore D'accord. Une robe très ample. robe très, très ample, comme on portait à l'époque, donc avec plusieurs épaisseurs, donc ce qui effectivement a dû favoriser la noyade, puisqu'il n'est pas très pratique de nager avec de tissu autour du corps. Alors, oui, je crois que, bon, bien entendu, Victor Hugo a très mal vécu cette disparition. Il a arrêté de publier des livres ou des œuvres pendant plusieurs années. C'est effectivement un traumatisme pour lui, d'autant qu'il se sent un peu coupable, puisque au moment de la noyade, il est loin, il revient d'un voyage en Espagne avec Juliette Drouet, ces voyages qui étaient des secrets de Polichinelle, et il était censé voyager seul, mais tout le monde savait qui il était, et c'est simplement en attendant la diligence et en buvant une bière dans un café de Rochefort qu'il lit le journal et qu'il apprend la mort de Léopoldine. Donc traumatisme, effectivement, il ne va pas arrêter d'écrire, il va continuer à écrire, mais pratiquement arrêter de publier. Et en 1948, il va s'engager beaucoup plus en politique. Et après, ce sera l'exil. C'est l'exil qui va le ramener à l'écriture. Gérard,
Audinet. Merci beaucoup pour ces commentaires. Je rappelle, vous êtes le directeur du musée Victor Hugo à Paris. J'espère que cette visite vous a beaucoup plu. Donc, une petite question. Oui, une petite question, oui. Pourquoi Hugo n'a pas accepté cette relation? J'imagine celle avec Juliette. Une question de Gilles. Qui n'a pas accepté? Hugo. Pourquoi il n'a pas accepté sa relation avec Juliette? Entre guillemets, pas accepté. Pas accepté, c'est-à-dire il ne l'a pas reconnu officiellement. Tant qu'il était marié. Alors, je pense que Victor Hugo avait beaucoup souffert pendant son enfance de la mésentente de ses parents et de leur séparation et de leur divorce qui s'était très très mal passé. Donc je pense qu'il a souhaité, adulte, préserver absolument sa vie de famille, conserver d'ailleurs un certain amour et une tendresse pour sa femme, et en tout cas ne pas infliger à ses enfants cette séparation brutale et cette mésentente. D'ailleurs, après, pendant l'exil, Juliette suit les Hugo, vit à côté, et elle a son jour le mercredi, et le mercredi, Victor Hugo va dîner chez Juliette Drouet, et peu à peu, il emmène ses enfants, qui sont grands et adultes maintenant, Charles et François Victor aussi, dîner chez Juliette. Donc il fait en sorte que les choses se passent bien, d'une façon très moderne d'envisager la vie, dirons-nous. Et je veux dire, pour rajouter un peu la dramaturgie, c'est que Victor Hugo a survécu à ses 4 enfants, à son épouse et même à Juliette, je crois. Donc il est mort le dernier, et je crois bien que le jour où il est mort, il a été enterré donc au Panthéon. Et ce jour-là, dans tout Paris, même, dit-on, mais c'est sans doute une légende, les prostituées avaient déclaré que ça serait gratuit pour tout le monde. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis dans cette balade ici, à la maison Victor Hugo. Je vous invite vraiment à y venir parce que c'est beaucoup plus beau que vu sur un écran. Nous sommes aux 6 places des Vosges. N'hésitez pas à mettre des likes, à recommander cette vidéo à toutes les personnes que vous connaissez. Et la semaine prochaine, rendez-vous mardi à 15 h et nous irons visiter le musée de la police dans le 5e arrondissement avec pas mal d'objets craignos, si je peux dire. Ciao!